Bien, donc bonjour. Moi, je vais donc essayer d'insister un petit peu plus sur les cellules souches pluripotentes en général et en particulier les cellules souches iPS qui ont ouvert beaucoup d'espoir à la fois pour la recherche et pour la thérapie. Donc, je vais revenir un tout petit peu sur les bases. Vous allez trouver que c'est un petit peu redondant, mais je pense que c'est important de comprendre les concepts pour comprendre ce qu'on fait avec ces cellules. Donc, les cellules souches pluripotentes, elles ont vraiment ces deux grandes qualités absolument essentielles qui sont qu'elles peuvent se répliquer, donc se renouveler à l'infini, en théorie, et se différencier à l'envie, en théorie. Donc, je dis en théorie parce que tout ça, c'est vrai dans l'organisme, c'est vrai dans l'embryon. Par contre, c'est un petit peu moins vrai dans nos laboratoires, dans nos boîtes de culture. Mais c'est ça qui nous intéresse parce que cette réplication à l'infini, ça nous assure une source quasiment illimitée de cellules, ce qui est assez appréciable si on veut envisager de faire beaucoup de recherches ou de la thérapie. Et puis, cette différenciation, la capacité à donner en théorie n'importe quel type cellulaire de l'organisme, eh bien, ça nous donne accès à des cellules auxquelles, en temps normal, on n'a pas accès. Par exemple, ça nous permet d'avoir accès à des cellules neurales, des neurones, beaucoup plus facilement que si on allait demander à des gens de nous donner un bout de leur cerveau. Donc vous imaginez, ça nous permet surtout de les avoir en beaucoup plus grande quantité. Donc c'est ça l'intérêt des cellules souches pluripotentes. Alors les cellules souches pluripotentes, aujourd'hui il y en a deux types. Comme vous a présenté Xavier, il y a tout d'abord les cellules souches embryonnaires qui sont donc issues d'un embryon où on va aller chercher cette masse cellulaire interne, donc au niveau du blastocyste, et on les met en culture. Ça, ce sont des cellules absolument naturelles, elles existent dans un embryon. Et puis, depuis 2007, pour les cellules humaines, il y a les Pardon, fameux... juste sur les cellules souches de l'embryon. Vous dites on les prélève sur un embryon, mais quel embryon? Il sort d'où l'embryon dont on Alors, prélève ces cellules? ce sont des embryons qui sont issus d'une fécondation in vitro. Donc, je vais revenir un petit peu là-dessus, mais effectivement, c'est à la suite d'une fécondation in vitro. Donc, ce sont des embryons qui ont commencé à se diviser dans une boîte de culture. Et si on décide à un moment, pour une raison ou une autre, de les utiliser pour la recherche, eh bien, ils sont détruits pour prendre la masse cellulaire interne. Donc, c'est une fécondation in vitro, soit dans le cadre d'une procréation médicalement assistée, soit dans le cadre aussi, pour certaines maladies, d'un diagnostic préimplantatoire, où là, on fait une fécondation in vitro. Et dans ce cas-là, pardon, si on fait le diagnostic, si l'embryon est malade, une fois qu'on a fait le prélèvement, on ne peut plus le réimplanter de toute façon, Si, tout à l'embryon, fait. si? En fait, ce qui se passe, c'est que le prélèvement se fait au moment où l'embryon fait quelques cellules, c'est-à-dire 4-8 cellules. On va prélever une seule cellule et on va faire l'analyse génétique sur cette cellule. Mais le reste de l'embryon est encore utilisable. S'il s'avère que l'embryon est sain, on va le laisser aller, on va l'implanter assez rapidement chez la mère. S'il est porteur d'une mutation, eh bien, soit on va le détruire, soit s'il est donné à la recherche, on va pouvoir l'utiliser pour aller jusqu'au stade blastocyste et prélever cette fameuse masse cellulaire interne. En fait, c'est un petit peu ce que j'ai indiqué là. Voilà, quand on fait un DPI, ça se passe comme ça. Là, vous voyez une pipette qui prélève une cellule sur un embryon. C'est sur cette cellule-là qu'on va faire l'analyse génétique. Et donc, cet embryon, s'il est porteur de la mutation, si les parents décident de le donner à la recherche, on pourra en faire une lignée de cellules souches embryonnaires porteuses d'une mutation associée à une maladie. Et ça, pour la recherche, c'est extrêmement intéressant parce que ça nous donne un modèle dans une boîte in vitro de la maladie. Donc, si on revient maintenant sur les cellules souches pluripotentes induites, là, c'est quelque chose de complètement différent puisqu'il s'agit cette fois de cellules parfaitement artificielles. Dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est que chez une personne, on va prendre des cellules tout à fait normales, des cellules adultes, comme par exemple des cellules de la peau, et on va leur introduire des gènes qui vont induire une transformation profonde de ces cellules et les obliger à réexprimer tous les gènes qui correspondent à des cellules souches pluripotentes. Donc on va transformer artificiellement des cellules adultes en cellules souches pluripotentes. Donc cette fois, comme vous le voyez, eh bien, il n'y a pas du tout besoin d'avoir accès à des embryons. C'est quelque chose qui se fait relativement simplement pour nous aujourd'hui dans les laboratoires. Et à nouveau, si on part d'un patient, d'une personne qui porte une mutation associée à une maladie,
eh bien, les cellules qu'on obtiendra, les cellules IPS qu'on obtiendra à la fin, seront elles-mêmes porteuses de cette même mutation et deviendront également un modèle de la maladie. Et donc, c'est très intéressant pour faire ce qu'on appelle de la modélisation pathologique in vitro, puisque, par exemple, si on veut étudier une maladie de dégénérescence neurale, par exemple, eh bien, pour reprendre l'exemple des neurones, on pourra accéder à des neurones porteurs de la mutation pour essayer de comprendre pourquoi, quand on a cette mutation, les neurones ne vont pas bien. De la même façon, si on veut faire du foie, de la peau, on pourra le faire. Donc voilà les types de cellules souches pluripotentes, les deux types qui sont à notre disposition aujourd'hui et qui sont très différentes. Et en même temps, elles ont beaucoup de caractéristiques communes. Alors je vais rentrer un petit peu plus dans la reprogrammation. Donc ce principe qui est de faire revenir des cellules à l'état souche, et je viendrai après sur les applications et les comparaisons entre les cellules souches pluripotentes. Donc, le principe, c'est de partir de cellules adultes. Alors déjà, la première question, c'est quelles cellules ? Donc, les toutes premières publications qui ont été faites, les toutes premières expériences ont été faites à partir de biopsies de peau, donc des cellules de peau. Alors ça, c'est ce qui est le plus connu aujourd'hui dans la recherche, mais il faut savoir que ça oblige quand même à faire un trou dans la peau. Donc, c'est pas grand-chose, mais c'est un petit peu invasif, un petit peu désagréable. Donc, il y a d'autres choses qui ont été recherchées. Alors, il y a plein de cellules sur lesquelles on a testé la reprogrammation. Ça marche sur beaucoup de cellules. On a par exemple réussi à faire de la reprogrammation à partir de cellules prélevées à partir de cheveux. Donc là, c'est tout de suite un petit peu moins désagréable, mais il faut quand même arracher des cheveux. Et puis, c'est pas très, très efficace sur ces cellules-là. Une autre technique aussi qui fonctionne, c'est sur des cellules de sang. Donc tout simplement un prélèvement sanguin. Comme vous en faites à chaque fois que vous avez une analyse de sang à faire, eh bien, on peut récupérer des cellules qui peuvent être reprogrammées de façon à devenir des cellules souches pluripotentes. Donc là, c'est déjà beaucoup moins invasif. Et puis, un autre exemple un petit peu plus rigolo, c'est des adipocytes, c'est-à-dire les cellules de gras qu'on a dans le ventre, dans les cuisses, etc. Donc peut-être qu'un jour, la liposuction sera remboursée par la sécurité sociale. Alors, il y a donc plein d'autres types cellulaires qui peuvent être reprogrammés, mais essentiellement, on travaille beaucoup sur soit la peau, soit le sang. Alors ensuite, il faut faire rentrer les gènes qui vont obliger les cellules à se reprogrammer. Et donc, en dehors du cocktail de gènes, bon là, je vous ai indiqué celui qui est le plus classique, mais bon, ça, c'est globalement, tout le monde est à peu près d'accord sur le cocktail qu'il faut utiliser. Par contre, la façon de faire rentrer ces gènes, de les faire s'exprimer dans la cellule, il y a plusieurs façons. Alors, je vais essayer de faire ça le plus simplement possible. Donc, les premières techniques qui ont été utilisées étaient dites de reprogrammation intégrative, où on utilisait des virus. Donc là, c'est ce qui est représenté. Ça marche. Ici, donc ça, par exemple, c'est un virus qui va rentrer dans la cellule. Et quand il va rentrer dans la cellule, il va libérer son génome, donc son ADN. Et dans cet ADN, on avait introduit les gènes qui nous intéressent pour qu'ils soient exprimés. Donc en fait, on utilise des capacités naturelles des virus pour faire rentrer des gènes dans les cellules et les faire s'exprimer. L'inconvénient de ce système-là, c'est que ces virus, ils passent par une étape qu'on appelle de reverse transcription. Je vous passe les détails. Mais en fait, ça génère un ADN viral qui va aller s'intégrer dans le génome de la cellule dans lequel le virus est entré. Donc, il va y avoir modification de l'ADN de la cellule. Et a priori, il le fait de façon aléatoire, c'est-à-dire qu'on ne sait pas à l'avance où est-ce qu'il va aller s'intégrer. Exactement. Donc, il va s'intégrer, et ensuite, une fois qu'il est intégré, là seulement, il pourra mener à l'expression des gènes en question, et l'expression de ces gènes va mener à la reprogrammation des cellules. Mais comme vous le soulignez, l'inconvénient, c'est qu'on ne sait pas le nombre de copies de l'ADN viral qui vont s'intégrer dans le génome, on ne sait pas la localisation des intégrations, et donc il y a un risque non négligeable de mutation due à ces intégrations. Donc ça, c'est un véritable problème parce que ça modifie quand même fortement les cellules. Aujourd'hui, les techniques ont évolué et on a réussi à développer une reprogrammation non intégrative où on va utiliser des vecteurs. Donc les vecteurs, c'est vraiment ce qui amène les gènes dans la cellule, qui cette fois ne vont pas passer par cette étape d'intégration et donc vont passer directement à l'étape d'expression des gènes qu'ils portent.
et pour une reprogrammation. Donc là, c'est beaucoup plus intéressant parce que cette fois, il n'y a pas du tout d'altération du génome. Donc ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on sait faire. On a nettement amélioré les techniques de reprogrammation. Je reviendrai après sur d'autres aspects de la reprogrammation, mais on a au moins amélioré cet aspect-là. Alors, pour ce qui est des applications, là, je vous ai mis une diapositive globale sur les applications qu'on peut faire en général avec les cellules souches pluripotentes. Donc, c'est ça que j'ai indiqué, CSP, cellules souches pluripotentes. Donc, on peut les utiliser pour étudier la biologie du développement. Donc, simplement savoir comment ça se passe, le développement à partir d'un embryon pour donner un organisme. On peut faire ce que je vous ai déjà un petit peu introduit, la modélisation pathologique, donc en utilisant des cellules porteuses d'une mutation associée à une maladie. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait au laboratoire. Je pense que vous aurez peut-être un exemple tout à l'heure. On peut les utiliser aussi pour faire des études de toxicologie. Et puis, on peut envisager de les utiliser en thérapie cellulaire. Donc, je vais pas rentrer beaucoup dans les détails là-dessus, mais c'est essentiellement sur ces 3 derniers aspects qu'on travaille au laboratoire ISTEM. Alors, la modélisation pathologique. Vous avez compris que ces cellules, du fait qu'elles portent la mutation, ça devient un modèle de la pathologie. Comment on les utilise ensuite? Donc, une fois qu'on a obtenu nos IPS, on va les différencier, donc les amener à se spécialiser pour devenir un type cellulaire qui nous intéresse. Donc, si on étudie une maladie de la peau, on va leur faire des kératinocytes de la peau. Si on s'intéresse, par exemple, comme c'est le cas au laboratoire, à la maladie de Huntington, qui est une maladie neurodégénérative, on va faire les neurones qui sont affectés dans cette maladie. Si on s'intéresse à un problème de vue, on va leur faire des cellules de la rétine, etc. Et à partir de ces cellules qui sont vraiment le type cellulaire qui nous intéresse pour l'étude de la maladie, on va pouvoir d'une part commencer à rechercher les mécanismes moléculaires, les mécanismes cellulaires qui sont à l'origine des défauts responsables de la maladie, d'une part. Et d'autre part, on va aussi rechercher de façon plus générale ce qu'on appelle des biomarqueurs cellulaires. Alors les biomarqueurs, c'est simplement l'expression d'une fonction, d'un gène, d'une manifestation associée à la présence de la mutation. Donc ça peut être un gène qui est mal exprimé, une protéine qui a disparu, un métabolisme qui ne fonctionne pas de la même façon. On va chercher vraiment des marqueurs associés à la présence de la mutation. Et ces biomarqueurs, eh bien, ils vont nous servir derrière à donc aussi étudier les mécanismes moléculaires, mais surtout essayer de faire du criblage de composés pharmacologiques. Alors le principe, c'est qu'on va mettre des cellules dans des plaques qui sont représentées ici. Donc, c'est des plaques avec des centaines de puits. Dans chaque puits, on va mettre des cellules. Et dans chaque puits, on va mettre un composé différent. Et on va regarder si le fameux biomarqueur cellulaire qu'on avait identifié, il bouge quand on met un composé pharmacologique. Si ça bouge, ça veut dire que ce composé a potentiellement un effet sur la mutation et sur la maladie. Mais alors, attendez, qu'est-ce que c'est un biomarqueur qui bouge, là? Parce que oui. Les biomarqueurs, c'est vraiment quelque chose qui est associé à la maladie. C'est ça qu'il faut retenir. Vous aurez plus de détails après. Et donc, voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment de détecter des composés qui pourraient jouer sur la maladie et puis ensuite essayer d'en sortir des composés qui potentiellement auront un effet pour le traitement des patients porteurs de cette maladie. C'est quand même, je me permets juste parce que c'est vrai que c'est assez ardu, mais en même temps, il y a quelque chose vraiment d'assez révolutionnaire et très récent dans ce que vous êtes en train d'expliquer. C'est-à-dire que si on reprend la chaîne depuis le début, vous partez de cellules de peau, vous les faites revenir à l'état de cellules originelles, de cellules souches, et vous les retransformez en ce que vous voulez, pourquoi pas en neurones si la maladie touche des neurones. Et ensuite, vous avez toutes les cellules que vous voulez malades de neurones, et vous pouvez tester, quand vous parlez de puits, donc c'est ces petits trous, vous pouvez tester toutes les molécules médicaments possibles sur chacune de ces cellules, et comme ça, essayer de trouver la molécule qui marche et qui sera le bon médicament pour cette maladie. Donc c'est vraiment un nouveau levier pour trouver de nouveaux médicaments, et c'est quelque chose de récent dans la recherche. C'est quelque chose de récent, et c'est là qu'on voit toute l'exploitation des 2 propriétés essentielles que je vous ai rappelées au départ, qui est donc le renouvellement à l'infini qui nous permet d'avoir une très grande quantité de cellules, parce que ce qu'on veut tester, c'est des milliers de composés, donc il faut beaucoup de cellules.
et la différenciation dans le type cellulaire qui nous intéresse pour cibler vraiment les cellules qui pourront être sensibles à ce composé. Voilà, donc c'est ça le principe. Un deuxième aspect donc, de l'utilisation, oui, ça c'est un exemple des maladies qu'on étudie au laboratoire. Voilà. Alors donc le deuxième aspect qu'on peut développer, et c'est pareil, je ne rentrerai pas dans les détails, ça viendra dans la présentation d'après, c'est la thérapie cellulaire. Donc pour revenir à ce que présentait Xavier, il y a deux types de greffes. Il y a les greffes dites autologues où on greffe au patient ses propres cellules et les greffes allogéniques où on greffe les cellules venant d'une autre personne. Avec les IPS, il est tout à fait envisageable de faire des greffes autologues avec n'importe quel type cellulaire en théorie, puisqu'avant les greffes autologues n'étaient à peu près envisageables que pour le sang, éventuellement la peau et le foie, mais pas d'autres organes. Là, par exemple, on parlait de cardiomyocytes, on peut se dire, ben voilà, un patient est malade, eh bien, on peut lui faire ses IPS, différencier les IPS dans un type cellulaire, par exemple des cellules cardiaques, et puis greffer au patient ses propres cellules. Donc ça, c'est très séduisant, c'est vraiment de la médecine ultra personnalisée, sauf qu'il faut être un petit peu raisonnable et se dire qu'on ne pourra pas faire une lignée IPS pour chaque patient atteint de n'importe quelle maladie, parce que ça coûte très cher simplement de produire un IPS. Donc ça peut être peut-être envisagé dans des cas très particuliers, mais ça ne pourra pas devenir une médecine accessible à tous. Par contre, on peut tirer parti du fait qu'on peut choisir de qui viennent les cellules IPS, les cellules à partir desquelles on développe les IPS, pour choisir des gens qui sont compatibles avec d'autres. Parce que quand on fait des greffes, on cherche toujours quelqu'un qui est compatible. Et bien là, vous pouvez imaginer, il y a des gens qui sont plus compatibles que d'autres avec un grand nombre de personnes. Donc là, l'idée, ce serait vraiment d'imaginer de faire des IPS de personnes qui ont des cellules facilement compatibles avec d'autres, et donc de générer des IPS à partir de ces gens-là et de développer des tissus qui seront greffables avec un moindre risque de rejet chez d'autres personnes. Donc, vous me direz, bah, c'est formidable, ces cellules IPS, on peut faire des tas de choses avec elles. Allons-y, partons tout de suite pour la thérapie. Évidemment, ce n'est pas aussi simple que ça, parce que comme j'insistais au départ, les cellules IPS sont des cellules artificielles. Et le processus de reprogrammation, c'est quelque chose de très violent qu'on fait subir à ces cellules. Et donc, cette reprogrammation, elle est très efficace, mais elle a quand même des défauts. Donc, juste pour illustrer ça, je vous ai mis ici donc ces petites barres vertes et rouges. Là, en fait, ça représente l'expression de gènes. Donc, on a testé l'expression de gènes sur des milliers et des milliers de gènes. Et on a comparé donc, ce qu'on appelle un profil d'expression comme ça. Donc quand c'est en vert, c'est que c'est fortement exprimé. Quand c'est en rouge, c'est faiblement exprimé. Donc là, à ici, chaque barre correspond un gène, c'est ça? À chaque barre correspond un gène, exactement. Comme une sorte de code barre, quoi. Donc voilà, c'est exactement ça. C'est un code barre, un profil d'expression. Et donc, vous voyez ici, on a des cellules somatiques qui sont des cellules de peau. Et ici, c'est les cellules souches embryonnaires. Donc vous voyez tout de suite qu'elles ont un profil vraiment extrêmement différent, ce qu'on savait déjà. La question, c'est où se situent les IPS par rapport à ça. Les IPS sont issus de cellules somatiques, mais sont censées ressembler à des cellules souches embryonnaires. Et bien voilà à quoi elles ressemblent. Donc, vous constatez qu'elles ressemblent beaucoup aux cellules souches embryonnaires, mais elles ne sont pas identiques. Et donc, ce qu'on constate, c'est qu'il y a ici un petit groupe de gènes qui est plus proche finalement des cellules somatiques que des cellules embryonnaires, et ici également un groupe de gènes dont on dit que la reprogrammation n'a pas été complète. Donc, on sait que les IPS sont semblables, proches des cellules souches embryonnaires, mais elles ne sont pas identiques. Donc, il faut encore qu'on sache bien, à quoi correspondent ces différences. Donc, c'est ça qu'on est en train d'étudier actuellement. Et il faut savoir que la reprogrammation peut être génératrice de défauts cellulaires, justement, donc, comme on le voit là, en altérant l'expression de certains gènes et éventuellement en créant des mutations. Donc aujourd'hui, on est toujours en train d'étudier ces cellules qui sont très jeunes puisqu'elles ont été décrites en 2007. Et puis, on essaie de comprendre quelles en sont les qualités et les défauts pour les utiliser au mieux. Donc, je reviens très rapidement sur les avantages et les inconvénients de chacun des deux types cellulaires, embryonnaires ou induites.
Elles ont donc à gauche, HESC, c'est les cellules souches embryonnaires, donc ici les IPS. Donc elles ont des avantages communs qui est cette source cellulaire illimitée, l'accès à la diversité génétique et donc à la différenciation. Les avantages des cellules souches embryonnaires, c'est l'intégrité génétique, puisqu'elles n'ont pas été modifiées, et le fait que ce sont des cellules embryonnaires. Donc pour étudier le développement, elles ont cet intérêt-là. Les IPS, l'avantage, c'est qu'on peut choisir exactement le génotype, donc le profil génétique de la personne qui va être donneur de ces cellules. Et puis aussi, quand on s'intéresse à une maladie, eh bien, c'est intéressant de savoir comment s'est exprimée la maladie. Parce qu'avoir une mutation, ça dit, OK, cette personne-là, elle va être malade, mais ça ne vous dit pas comment elle va manifester sa maladie. Au moins, avec les IPS, on sait que telle mutation était associée à telle manifestation de la maladie. Les inconvénients, elles ont également des inconvénients communs, qui est qu'elles ont une certaine instabilité quand on les cultive in vitro. Donc il faut être très vigilant par rapport à ça. L'âge cellulaire que j'ai mis entre guillemets, c'est simplement le fait que justement ce sont des cellules très précoces, très fétales. Donc justement ça ne correspond pas, par exemple quand on veut étudier des maladies qui s'expriment à l'âge adulte, on n'est pas sûr que ça puisse bien se modéliser avec ces cellules-là. Et quand on a des maladies complexes, c'est aussi un petit peu plus difficile. Il y a tous les problèmes éthiques posés par l'utilisation de cellules d'embryons, et donc la destruction d'embryons pour générer ces cellules, et la limitation du choix du génotype, puisque seulement certaines maladies sont accessibles au diagnostic préimplantatoire. Il y a vraiment une poignée de maladies qui sont accessibles. Et les IPS, je viens de vous le mentionner, il y a des altérations induites par la reprogrammation et des défauts de différenciation. Donc pour conclure, ces deux types de cellules souches pluripotentes sont non pas opposables, mais complémentaires. Donc, si on regarde d'un peu plus près dans les applications que je vous ai décrites tout à l'heure, pour la biologie du développement, on va plutôt utiliser les cellules souches embryonnaires parce que justement, ce sont les cellules naturelles qui sont dans l'embryon. Les IPS ne sont pas exactement identiques aux ES, donc aux cellules souches embryonnaires, donc on ne peut pas être sûr que ce qu'on observera avec ces cellules soit vraiment représentatif du développement. Pour ce qui est modélisation pathologique et toxicologie, on va plus utiliser les IPS tout simplement parce qu'on a un plus large choix. Et en particulier, il y a certaines maladies qui ne peuvent être modélisées que par les IPS, tout simplement parce que ce sont des maladies pour lesquelles il n'y a pas de cellules souches embryonnaires accessibles. Et puis pour la thérapie cellulaire, ce sera peut-être un jour les deux. Aujourd'hui, il y a déjà des essais cliniques qui démarrent avec les cellules souches embryonnaires. On espère un jour en lancer avec les IPS, mais ça demande encore un petit peu de caractérisation de ces cellules. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention.